Chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices, je change l'introduction. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Chers humains qui partagez ce moment avec nous, d'humanité profonde, vous êtes dans l'émission Accords et Désaccords qu'on anime avec Jean-Dominique Michel pour essayer de traiter à nouveau frais certains sujets existentiels profonds qui traitent à notre lien avec tout ce qui est autour de nous, on pourrait dire ce qui est immanent, ce qui est là, dans le même plan horizontal, et puis ce qui est aussi transcendant, qui nous dépasse, qui va nous dépasser vers le haut, vers l'après, vers l'avant, et, euh, et avec lequel pourtant nous sommes reliés. Et tout ça vient d'une initiative que Jean-Dominique a lancée, d'un programme de formation qui s'appelle Retrouver l'accord perdu. Vous pouvez le retrouver sur son site internet, vous pouvez vous inscrire si vous avez envie, où on explore avec vous justement les grands thèmes existentiels de notre vie et la question du rapport aux autres, du rapport à soi-même, au corps, à la nature, au temps passé, aux ancêtres, aux projections sur le futur, et où on essaye de donner des pistes de réflexion, pas des réponses toutes faites, le protocole, si ça, il faut que vous appuyez sur tel point d'acupuncture pour enfin être heureux. Non, hélas, nous n'avons pas ce pouvoir avec Jean-Dominique, mais on cherche à accompagner un chemin de santé conformément à son projet de salutogénèse, c'est-à-dire une genèse de la santé où, au fond, elle est à construire par vous-même. Personne ne pourra vous remettre en santé à votre place, personne ne pourra s'occuper de votre flamme intérieure à votre place. Par contre, on peut s'entraider sur le chemin, éventuellement éclairer des pistes qui étaient inattendues, et c'est ce qu'on essaie de faire à travers ces accords et désaccords. Tous les mardis à 10h, on essaye que le jour soit fixe, de temps en temps ça change pour des raisons voilà, d'erreur. Ah, mais justement, peut-être aujourd'hui, on va parler de l'erreur. Merci beaucoup Louis, ravi de te retrouver. Et effectivement, j'avais envie d'aborder ce sujet en lien avec, au fond, ce manque d'estime de soi qui est aujourd'hui chronique en Occident. Vous vous souvenez probablement que c'était le constat étonnant des premiers lamas tibétains qui sont venus pour essayer de présenter leur spiritualité à l'Occident et de découvrir les formes qui étaient pratiquées ici. Et assez vite, ils ont souligné que cette manière d'être dans une relation dure avec soi-même les impressionnait beaucoup. Il y a cette petite anecdote du Dalai Lama à qui un jour, dans une séance publique, un spectateur a posé la question « Que pensez-vous de la haine de soi ?» Et il a fait retraduire la question plusieurs fois à son traducteur en faisant un aparté avec lui parce qu'il comprenait pas le concept. Et c'est effectivement très occidental, on s'en rend pas compte, mais cette idée de se considérer comme étant a priori insuffisant et non digne de respect, parce que l'insuffisance, c'est une réalité. On est tous très imparfaits, cafouilleux, bricolants de notre mieux. Donc bien sûr qu'on est inévitablement insuffisant à certains endroits de nos vies. D'ailleurs, le sens originel du mot péché, qui est un très beau concept quand il n'est pas instrumentalisé à des fins de culpabiliser les gens et d'avoir du pouvoir sur eux. Reconnaître que nous cafouillons régulièrement, c'est le b.a.-ba pour avoir un minimum d'humilité de soi à soi et d'être ouvert à une critique constructive. Mais toujours est-il que cette notion d'être au fond assez dur et impitoyable avec soi-même, avec une mauvaise image de soi, mais qui par contre-coup peut conduire à des espèces d'inflation inverse, c'est-à-dire de suraffirmation de soi, mais découlant de cette fragilité, est effectivement caractéristique de l'Occident et me semble être en lien existentiellement avec la manière dont nous voyons et vivons l'erreur. Alors, je reviens juste sur cette histoire de la compensation. On a un certain nombre de personnalités publiques qui, à l'évidence, sont très narcissiques. On peut regarder éventuellement outre-Atlantique, mais éventuellement chez nous. Et Fabrice Midal, qui est vraiment un philosophe que j'apprécie énormément et pour qui j'ai une grande amitié, dans un livre autour de la question du narcissisme, a dit, mais on fait complètement contresens. Trump, par exemple, qui est extraordinairement narcissique, il est le meilleur en tout. Il est le meilleur président qu'il ait jamais eu, il est le meilleur financier, le meilleur commercial, le meilleur médecin, le meilleur scientifique. S'il parle d'un prix Nobel, il dira le prix Nobel a considéré que genre c'est moi qui aurais dû avoir le prix Nobel. Donc on voit qu'il est dans une espèce comme ça de posture extraordinairement narcissique en apparence. Mais ce que soulignait Fabrice,
c'est qu'en fait, c'est un manque de narcissisme qui conduit à ça. Du bon narcissisme. Le narcissisme, c'est quoi? C'est construire une saine image de soi que je considère moi-même comme, me considérant moi-même comme suffisamment bon, mais défaillant, et avec ma capacité de commettre des erreurs et d'être à côté de la plaque, mais d'une manière qui ne vient pas entacher ma dignité profonde. Et Midal soulignait que pour Trump, il y a une blessure narcissique terrible pour qu'il soit dans cette posture d'auto-affirmation permanente. Donc bien sûr, on peut le lire comme étant un excès de narcissisme, de mauvais narcissisme, bien compris, c'est-à-dire qu'il a besoin à ses propres yeux de donner la preuve qu'il n'est pas quelqu'un de problématique, de déficient ou d'abject. Et d'ailleurs, si on s'intéresse à sa biographie, son père, Fred Trump, était un sociopathe ou un manipulateur pervers qui ne cessait de rabaisser ses enfants. Il les critiquait, il les humiliait, il disait du mal d'eux, et on comprend après comment chez un individu qui a été traumatisé comme ça dans son enfance, il a besoin de devenir le plus important, le plus grand, le plus ceci, le plus cela. Mais Midal souligne à juste titre que c'est une défaillance narcissique qui après se traduit en boursouflure narcissique. Donc ça va ensemble. Maintenant, pour revenir à l'erreur, au fond, il me semble qu'il y a un contresens étonnant en Occident, qui est que dans la réalité des faits, on l'a tous vécu et on continue de le faire, l'erreur est le seul moyen d'acquérir un apprentissage. C'est en nous trompant que nous apprenons. Et c'est en nous trompant que nous développons une expertise. Par exemple, pour prendre un exemple très trivial, depuis que j'ai ambitionné d'avoir une web TV et que je fais des émissions, je crois que j'ai eu tous les problèmes techniques qu'il est possible d'avoir. Le son qui foire, l'image qui foire, la connexion qui foire, et puis des choses totalement inattendues. Donc tout le setting a l'air parfait, ça a toujours marché jusqu'à maintenant, j'appuie sur enregistrer, puis le résultat, 2 heures après, est complètement acheté à la poubelle, parce qu'il y a eu un nouveau problème qui s'est produit dont je n'avais aucune conscience qu'il pouvait arriver. Maintenant, au bout de 3 ans de ça, où j'ai visité à peu près toutes les erreurs qui peuvent arriver, vous comprenez que la marge d'erreur, c'est extraordinairement réduite, vu que j'ai déjà à l'esprit, dans mon expérience, tout ce qu'il est important de vérifier, même si ça a l'air d'être absolument nickel chrome. Et au fond, c'est là où il y a ce contresens. J'ai l'impression que dans le système notamment éducatif, on génère chez l'enfant une peur de se tromper, une peur de répondre à côté de la plaque. Or, l'erreur est nécessaire pour apprendre. À chaque fois qu'il y a une erreur, ça permet justement d'aider l'enfant à comprendre en quoi et pourquoi il s'est trompé, mais ça va même encore plus loin que ça. Parce que l'autre élément de réalité, c'est qu'il y a souvent une fécondité de l'erreur. C'est-à-dire qu'il peut y avoir eu une bonne idée, mais qui n'était pas adéquate à la situation et qui a conduit au fait que ça soit pas juste, mais c'était ingénieux de penser comme ça ou d'essayer ça. Et d'ailleurs, l'erreur est extraordinairement féconde dans nos vies, quand elle n'a pas des conséquences rédhibitoires. Je voyais l'autre jour une interview de Véronique Sanson qui expliquait par exemple comment sa magnifique chanson Vancouver était née d'une erreur. Elle avait une suite d'accords qu'elle tournait, puis tout d'un coup, elle s'est plantée dans un accord, elle a interverti 2 accords et en produisant un accord qui n'était pas prévu, et ça lui a donné le refrain de sa chanson. Et elle disait que très souvent, les bonnes chansons naissent d'erreurs. Alors, il y a évidemment un autre paramètre qu'il faut introduire, c'est celui de l'enjeu. Il est des situations où on n'a pas le droit à l'erreur, où il faut tout faire pour ne pas commettre d'erreur, mais c'est à la mesure de l'enjeu. Et quand on est dans ce genre de situation, d'ailleurs, Louis, ça m'intéressera de savoir si tu as des anecdotes de cette nature, on peut se connecter à un pouvoir particulier en soi. J'ai souvenir, par exemple, d'excursions en haute montagne où il y avait des petites pentes. Il fallait descendre en bas d'une pente qui faisait peut-être 30 mètres pour tirer une traverse et pouvoir déboucher sur une autre pente. Sauf que en dessous des 30 mètres, il y avait une barre de rocher et du vide. Et donc, il y avait 3 ou 4 virages à faire et sans droit à l'erreur. Parce qu'une erreur, ça veut dire
tu es en bas et tu passes au-delà. Et au fond, j'ai vraiment pu observer, alors j'étais déjà évidemment un très bon skieur et un montagnard expérimenté, comment ces conditions extrêmes tendent à sublimer le meilleur en soi et qu'au fond, les quelques virages que j'ai faits dans cette situation étaient indescriptiblement justes. Si j'avais été rattrapé par la peur, si j'avais commencé à mentaliser, j'ai pas le droit à l'erreur, je risque ma vie, c'est hyper dangereux, à ce moment-là, j'aurais probablement été à risque de perdre mes moyens. Mais là, comme j'étais juste unifié avec l'instant et totalement sans mental, il y a vraiment eu quelque chose, voilà, qui génère encore en moi de l'émotion à y penser, tellement une justesse a émergé du dedans, qui était comme le meilleur que j'étais capable de vivre ou de livrer en tant que skieur. Donc après, bien sûr, l'erreur, elle doit toujours être prise en considération aussi avec les conséquences. Et c'est là où les enfants qui n'ont pas ce sens-là, parce que leur néocortex n'est pas construit, le cerveau humain arrive à maturité, si tout va bien, aux alentours de 30 ans, et encore, chez la plupart des gens, il n'arrive jamais à maturité. Donc, de toute manière, un enfant ne peut pas avoir le sens du danger. C'est pour ça que l'adulte a une autorité sur l'enfant. C'est la seule relation interpersonnelle où l'autorité est justifiée. Avec celles adultes qui tiennent aussi à des questions de sécurité. Donc l'enfant, bien sûr, qu'il faut lui mettre des garde-fous pour que son droit à l'erreur ne conduise pas à des conséquences fatales. Pour prendre un exemple bête, si vous laissez votre enfant ayant laissé échapper son ballon courir par erreur derrière le ballon sur la route, vous serez probablement pas père très longtemps. Donc il est des erreurs qu'il faut savoir éviter parce que voilà, elles sont juste pas, il n'est pas possible de les vivre. Mais en dehors de ça, il me semble que nous vivons dans une société extraordinairement anxieuse, précisément parce qu'on a fait une corrélation entre l'erreur et le manque de dignité en tant que personne. Et je terminerai avec ça parce que je suis impatient d'entendre Louis, mais parmi les différentes activités que j'ai faites dans ma vie, j'ai réalisé des films. Et j'ai toujours dit à mon équipe technique, vous avez des preneurs de son, des caméramans, des chefs opérateurs, des scripts, j'aurais toujours dit l'erreur ne me dérange pas. Donc, oser, la seule chose qui me dérange, c'est la négligence. Une négligence qui découlerait du fait que le chef op sait qu'il est payé, que je lui ai dit tu peux faire des erreurs, c'est pas grave, et qui au fond s'en foutrait un peu, conduisant à une conséquence négative, ça m'aurait énormément contrarié. Mais si un des techniciens essayant quelque chose de particulièrement attirant ou inspirant sur le moment conduit à quelque chose qui ne donne pas un résultat espéré, je disais mais génial. Et parce qu'il et même si vous commettez des erreurs, il y aura peut-être des pépites à travers ces erreurs qui seront encore mieux que ce à quoi j'avais pu penser en tant que réalisateur. Voilà, donc c'est aussi la requalification de l'incertitude, ça rejoint ce dont on a parlé dans une précédente émission, puisque nous ne pouvons jamais être sûrs à 100% de quoi que ce soit, pouvons-nous avoir l'humilité de garder de l'ouverture à certains endroits. Et puis je terminerai avec ça aussi, avec cette expérience qu'on a toute faite, qu'il y a des choses qu'on voulait, mais avec toute l'énergie de notre désir, et qui se sont révélées être des catastrophes une fois qu'on les a obtenues. Et puis, il y a des choses qu'on voulait éviter à tout prix parce qu'on le voyait comme le pire échec qui pouvait nous arriver et qui, en fait, lorsqu'il s'est produit, a généré beaucoup de bien de multiples manières. Donc, je pense qu'il y a aussi cette posture existentielle à avoir qui n'est que, voilà, nous ne serons jamais suffisamment intelligents pour comprendre tous les tenants et aboutissants de ce qui fait arriver les choses, mais que nous pouvons précisément dans notre dignité d'humain chercher à mettre à profit ce qu'il nous arrive de positif ou de négatif en apparence pour notre croissance et pour le fait de devenir des êtres humains plus aboutis, plus construits, plus en chemin vers ce à quoi nous nous sentons aspirer. Louis, à toi. Merci Alain. En t'écoutant, je sens que je vais être insuffisant et pas à la hauteur de trouver. Je vais faire sûrement plein d'erreurs en essayant de trouver quelque chose d'intéressant à dire. Et en même temps, il y a tellement de choses qui me venaient que c'est comme si j'avais voulu les garder, les attraper, dire attends, oublie pas ce que tu vas dire parce que ça va être sûrement. Ça, c'est pas mal. Et
Et voilà, je me retrouve au moment de prendre la parole et évidemment là, tout s'évapore. Tout ce à quoi j'ai pensé pendant que tu parlais va s'effondrer, comme ça et on est confronté à nouveau frais à l'expérience bah, voilà, d'être mis sur la scène de la réflexion commune. Mais pour moi, il y a un tissage très intéressant que tu fais entre cette question de l'indignité et de, la haine de soi, cet, étonnement du Dalaï Lama face aux occidentaux, incapables de voir leur propre beauté ou en tout cas d'accepter leur propre erreur, et leur propre imperfection comme une extraordinaire chance. Et puis de l'autre côté, notre relation à l'erreur. Je vais partir de mon expérience d'anesthésiste réanimateur où on passe son temps à essayer de diminuer l'erreur. Dans un bloc opératoire, si vous injectez le mauvais médicament, ça peut être un drame parce que vous allez prendre le curare alors qu'il fallait prendre les antalgiques, des choses comme ça. En plus, les ampoules se ressemblent, enfin, il y a plein de petits pièges. Ce qui fait qu'à la fin, un anesthésiste, c'est quelqu'un d'extraordinairement, heu, méticuleux, à la limite même, obsessionnel et qui va, classer, sa seringue comme ci, son aiguille par là, les électrodes comme ci, comme ça et puis il va procéduraliser ce qu'il fait, pour que, au fond, il puisse être remplacé par quelqu'un d'autre. Que ça ne soit même plus nécessaire, qu'il ait une étincelle de créativité individuelle, mais que la cohérence collective prime. Et je vois que le schéma d'apprentissage correspond souvent à se confronter de manière volontaire en réanimation et en médecine à l'erreur pour ensuite l'affiner, la corriger. Et que ça fait partie du processus à tel point que on met en place des séances de simulation, des moments où on va, imaginer ensemble que quelqu'un fait un arrêt cardiaque au bloc opératoire. Mettre en place la situation où, le respirateur tombe en panne, alors qu'il tombe en panne, mais on va le simuler. Et quand on est dans une situation de maître à élève, comme, moi avec, des internes, et ben, on va créer ces conditions d'une défaillance et d'une erreur. En disant: «Voilà, qu'est-ce que tu fais?» On éteint le respirateur. Imagine, il vient de tomber en panne. Il y a le patient qui est en train d'être endormi, et cetera. Donc on met dans cette situation. De même en bateau, on va créer des conditions d'exercice d'homme à la mer. Il y a quelqu'un qui est tombé à l'eau. Poum, qu'est-ce qu'on fait? Et on va jeter un parbattage avec un seau, et petit à petit se mettre de plus en plus près de l'erreur pour de bon. Je vais même vous raconter que j'ai sauté à l'eau au milieu de la mer Celtique avec ma combinaison pour un équipage très aguerri où on venait de faire des exercices d'homme à la mer simulés avec un parbattage et un seau. Et puis maintenant, OK, en vraie situation, il y a un homme à la mer, et en plus, c'est le capitaine. Poum, j'ai sauté à l'eau. Et là, j'ai vu tout le monde avec un moment de blanc mince. C'est quand même au-delà de l'exercice habituel. Qu'est-ce qui se passe? Puis moi, dans l'eau, j'ai réalisé qu'ils ne faisaient pas du tout ce que j'attendais. Quoi. Merde, qu'est-ce qu'ils font? Je vais rester comme un abruti à 200 000 de toute terre habitée dans une eau à 15 degrés. Ok, combien de temps je tiens? Et donc, il y a eu ce moment de saisissement. Ça y est, je suis confronté pour de bon à une situation réelle. Mais si vous réfléchissez, nous passons notre temps à faire ça. Hein. Même dans le placement arthrokinétique, quand vous apprenez un nouveau sport, que ce soit du ski, du snowboard, du kitesurf ou autre, votre corps joue à essayer de trouver la juste posture. Et parfois, il va continuer à jouer pendant votre sommeil, c'est même toujours le cas, il va continuer à refaire le match X fois. Tiens, à refaire le match. Vous connaissez cette expression? Évidemment, on est à Marseille, à l'OM, donc bah, voilà, on refait le match. Et pendant des heures, on peut refaire le match. Pendant des années, on peut refaire le match. En fait, chaque fois que vous avez un conflit avec quelqu'un ou une situation au travail, vous refaites le match sans même le savoir. Vous le refaites en le racontant à votre femme. Vous le refaites en y repensant le soir. «Ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ci» et puis vous essayez de sortir de l'éternel retour. Vous essayez de sortir du traumatisme en disant: Comment j'aurais pu le refaire autrement?» Et parfois votre corps, pour revenir au champ de l'apprentissage arthrokinétique, trouve une solution et peut-être vous avez eu cette expérience que le soir de votre premier jour de snowboard ou de kitesurf ou de danse ou de quelque activité, vous avez trouvé une certaine façon de faire. Puis dans la nuit, votre cerveau travaille, vous y repensez, puis le matin, vous y arrivez plus. C'est comme si vous étiez parti dans une erreur systématique. Et il va falloir que vous recorrigiez à nouveau, que vous recommenciez à faire une autre erreur à partir de cette erreur-là, pour arriver finalement peut-être à trouver le bon endroit. Ça pour dire que dans ce que tu décris d'un moment de grâce suspendu, entre la vie et la mort, il y a plusieurs éléments. D'une part, c'est suspendu entre la vie et la mort, dans des conditions difficiles. Et je crois qu'une partie des moments de grâce ne surviennent que dans ces espaces où l'enjeu est réel. Pourquoi est-ce que les gens jouent aux jeux de hasard? Pourquoi est-ce qu'ils sont addicts aux jeux de hasard?
Là, vous dites, il a tiré la manette, ça va tourner, bon, il va gagner des pièces, bon, c'est nul, quoi. Puis vous voyez les images de gens à Las Vegas qui sont comme ça, en transe, en train d'appuyer, bing, 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 de remettre des pièces dans le bandit manchot. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Qu'est-ce qui se passe dans leur corps? On fait survenir une erreur. Et il va y avoir une erreur. Ça va pas tout. Et puis peut-être qu'il peut y avoir les 3 cerises. Et que ça va cracher du pognon. Mais au fond, même si ça crache le pognon, c'est même pas ça l'important. C'est arriver à trouver l'outlier, à trouver cet endroit qui sera un état de grâce à l'intérieur de cet endroit, de ce moment où tout bouge. Nous passons notre temps à essayer de créer des routines algorithmiques de fonctionnement. Notre société extraordinairement anxieuse, elle-même cherche à mettre des routines de fonctionnement partout. Il faut que vous ayez un process pour aller pisser en gros maintenant. Hein. Step 0, ouvrir ma braguette. Step 2, je vous laisse imaginer. Mais, et step 3, etc. Jusqu'à ce que, pour ne plus penser aux choses, ne plus les habiter. Et c'est très intéressant, tu as parlé de négligence. La seule chose dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est la négligence. Or, si vous mettez des process partout et que vous habitez ces process, il finit par y avoir de la négligence. Et toutes les erreurs au bloc opératoire sont issues de négligence, sont des erreurs proprement humaines. Et à chaque fois, on dit, bah, attendez, on va corriger le process, on va réécrire la procédure, on va envoyer les gens en formation. Et la seule question qui n'est jamais posée, c'est est-ce que tu es présent à ce que tu es en train de faire? Et à l'intérieur même du processus, est-ce que tu as des degrés de liberté pour pouvoir faire des erreurs, pour pouvoir à nouveau être créatif? Tu parles de ces 3 virages au bord du précipice. Moi, j'ai eu des expériences de volontairement arriver à la voile dans les ports, alors que c'est interdit évidemment, mais avec un tel niveau de maîtrise sur pouvoir affaler le spied au dernier moment avec tout l'équipage, finir avec un petit virage et hop, arrêter, tac, mettre les haussières. Voilà. C'est qui le patron? Et tu vois, et exactement. Et quelque part, même pas avoir besoin de dire c'est qui le patron. C'est-à-dire, t'es pas comme Trump en train d'essayer de montrer aux autres tes gros biceps. Non, tu le fais et ça se passe. Et tout le monde est là, waouh, soufflé. C'est vraiment intéressant ce que tu décris aussi, cette hypertrophie de l'ego narcissique pour compenser l'insuffisance. Et on voit que ça devient tous les champs. Ah ouais, c'est le meilleur pour tout, quoi. On peut faire tous les deals, faire la guerre, faire le truc, acheter du pétrole, résoudre les problèmes sociaux et tout ça. Comme si notre existence essayait petit à petit ou notre âme en tout cas, essayait de se mettre au contact, de retrouver l'accord avec de plus en plus de choses. Comme si à la fin, on était tous les personnages de cette grande scène de théâtre. On était toutes les situations, on était tous les possibles. C'est drôle parce que c'est ce que font les traders, ils veulent être tous les possibles, ils veulent être ou les géants des multinationales. Ils veulent vendre, on va dire ça autrement. Vous prenez un boucher, il vend un peu de barbac à un peu de personnes dans le monde. Il a un peu de pognon, il a un peu de clients. Et ça va, l'équilibre est trouvé, il y a un moment, ça va. Puis il va explorer d'autres champs après. Il a la barbac, c'est bon, il a fait le tour. Mais vous avez des gens, ils veulent vendre toute la barbac à toute la terre et avoir tout le pognon. Ça paraît proprement pathologique, quoi. Il n'y a pas besoin. Est-ce que c'est pathologique ou est-ce que ça fait partie d'un mouvement naturel de l'humain d'essayer d'aller vers cette toute-puissance? Et qu'au fond, il y a une grande partie de ce qu'on a à faire, c'est pas de se bâcher, de se dire qu'on est insuffisant, c'est d'admettre, de mettre de l'humilité là-dedans et de mettre sa puissance au service des autres. On a parlé plusieurs fois de la puissance instituante et du pouvoir institué. Beaucoup de gens se trompent, cherchent la puissance, mais vont en fait trouver le pouvoir institué. Je vais être chef de service, je vais être président de la République, je veux conquérir l'élection municipale, etc. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour avoir le grade, le galon? Mais le galon, il sert à quoi? Il sert à ce que ta puissance s'exerce, à ce que, effectivement, tu te mettes à faire cette descente grandiose, à trouver ce moment de grâce. Et tout le monde cherche ce moment de grâce de connexion profonde, d'expérience de flux avec le monde, où son talent s'exerce. Et il y a un secret qui nous est un peu caché, il y a du travail à faire. Le travail à faire, the work de Byron Katie, on pourrait dire, un gros travail. C'est que ça ne vient pas tout seul. Si vous lancez quelqu'un sur une piste, c'est le skieur sur une piste en physique, on lance comment ils appellent ça déjà, un skieur ponctuel pour jouer avec la notion de gravitation universelle, vous savez. Et puis on va le faire sauter, et puis il va faire une parabole, et ça, c'est le skieur parfait. Si on lance quelqu'un sur la piste de ski alors qu'il n'a jamais mis les pieds sur des skis, il ne trouvera pas ce moment de grâce. Il va finir en bas. Mais plus naturellement,
il va s'arrêter. Il va déraper, se mettre dans la neige, faire rouler bouler, dire OK. Et puis il va être à ça du précipice, mais il va pas y aller, lui. Et, et vous voyez plein de moments dans nos vies où nous allons échouer. Nous allons échouer. Et c'est une mesure protectrice. Tu pouvais pas y aller, tu n'as pas assez travaillé. C'est pas encore acquis. La compétence n'est pas verte, acquise. Tu travailles encore, recommence. Fais-le plusieurs fois. Mets-toi dans des situations moins difficiles. Et puis après, la vie t'amènera peut-être des situations plus difficiles. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un double mouvement. Il y a le mouvement d'aller chercher la limite, la zone du dehors. Moi, je l'ai vécu en bateau. Hein. Ah ouais, bon, il y a 45 nœuds de vent. C'est bon, ouais, ça va, on y va. Ça va, allez, ça va l'équipage. Bon, l'équipage. Puis après, on y va avec un équipage. Oh, ils sont pas très bons. Ça va, je compenserai, etc. Puis petit à petit, vous allez dans des situations de plus en plus de mise en danger pour trouver la limite. Mais ce qui est intéressant, c'est que la vie va vous remettre la baffe. On a parlé de la baffe de Dieu dans la formation, la repris, quoi. La baffe du divin, la claque du réel. Pour vous. Et peut-être que Trump est en train de prendre une petite claque du réel. Là, je ne sais pas, hein, je ne fais pas de géopolitique, hein, je ne comprends rien à tout ça, mais on peut se poser la question. Et que le plus hypertrophié des égos, à un moment, va trouver la claque. Pour le remettre à travail, doucement. Et ce que tu cherches n'est pas ce que tu crois. Tu ne cherches pas le pouvoir. Tu cherches à retrouver la puissance. Et cette puissance, elle est une puissance de, pas une puissance sur. Elle te permet de mettre au monde des choses de plus en plus belles, de plus en plus différentes et de l'enrichir de tout plein de motifs de plus en plus complexes. Voilà ce qui me venait. Ce n'est pas du tout ce qui m'est venu pendant que tu parlais. Il y a sûrement une erreur et j'espère que vous ferez des erreurs en nous écoutant et en rediscutant. Mais c'est un sujet qu'on n'aura pas fini d'épuiser en 26 minutes 44. Merci. Merci beaucoup, Louis. Je me permets un dernier rebond sur ce que tu viens d'apporter. C'est que oui, pour moi, c'est important de partager cette compréhension que la perfection est un programme de mort. La perfection n'est pas de ce monde. D'ailleurs, dans les cultures premières, on laissait toujours une erreur délibérée, ce qu'on appelait la part maudite, pour ne pas rendre les dieux furieux pour avoir tenté de générer de la perfection absolue. Et en fait, nous sommes imparfaits. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tendre à l'excellence, au fait de se développer, au fait de produire des choses qui sont bonnes, mais la perfection, c'est ce surcroît d'orgueil qui stérilise et rend quelque chose mortifère. Et au fond, je crois que the name of the game, la règle du jeu, comme on dit en anglais pour nous, c'est d'éviter de répéter les mêmes erreurs et d'en faire de nouvelles, plus intéressantes. Et puis, au passage, d'éviter ce qui justement génère de la mauvaise erreur, c'est-à-dire la présomption, l'arrogance, la négligence, la complaisance, la myopie par rapport à des patterns répétitifs. Ça produit de l'erreur qui n'est pas bonne, parce qu'au fond, elle est la répétition de ce qui nous limite et nous met en souffrance, alors que la bonne erreur, c'est celle qui nous permet d'aller plus loin et de grandir justement en compréhension, en s'étant accordé d'essayer quelque chose, de prendre des risques, etc. Et j'observe que les enfants qui grandissent dans des foyers qui sont supportifs ou dans des systèmes de pédagogie active, au fond, n'ont pas cette espèce d'appréhension de dire quelque chose de faux. Et la doyenne de la faculté d'ethnologie de l'université de Neuchâtel a poussé une gueulée il y a quelques années en disant « mais j'en ai marre d'avoir des étudiants de première année qui sont tétanisés à l'idée de poser une question bête ». Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses bêtes. Donc moi, j'ai envie d'étudiants qui osent poser toutes les questions qui leur passent par la tête sans aucune censure préalable. Et elle disait, j'observe que le système scolaire tel qu'il est configuré aujourd'hui met les jeunes dans cette tétanie quant à l'idée qu'ils pourraient se tromper ou dire quelque chose de pas complètement intelligent. Et elle trouvait ça extraordinairement castrateur. Je partage cette opinion. Merci beaucoup, Jean-Dominique. Un dernier mot pour moi aussi, parce que c'est pas grave, on va se lâcher jusqu'à 30. Les structures cristallines répétitives de chaînes carbonées dans la nature sont des structures mortes qu'il conviendra de brûler pour faire jaillir de l'énergie et à nouveau mettre en mouvement le monde. Les structures vivantes, elles, sont asymétriques, tournent à l'envers, tournent vers la gauche. Si vous voulez un monde parfait, le monde parfait, il est capitonné en rose à l'intérieur, il a des petits froufrous, c'est une caisse en bois bien faite, lustrée, avec des poignées sur les côtés, et ça s'appelle un cercueil. Et là, vous y êtes confortable, une bonne fois pour toutes. Parce que la vie, non, elle, c'est pas confortable. Ah, c'est une bonne perspective. En fait, je crois que le seul état de perfection que j'atteindrai dans ma vie, c'est quand je serai un cadavre.
je serais un parfait cadavre. Merci, à bientôt. Au revoir à tous.